bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour cette seconde saison d'Efrikia, le podcast du football africain de la rédaction du Lucarne Opposé. Comme d'habitude, chers amis, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Il y a Instagram, je crois maintenant. Et je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, la fiche de la semaine, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Entre les compétitions continentales et la CAN qui se profile, Efrikia a du pain sur la planche en 2019. Mais il n'y a pas que la Ligue des Champions et les sélections sur ce continent. Bigre, qu'est-ce qu'on a pu vous bassiner avec ça, je vous l'accorde. Il y a également les footballs locaux. Aujourd'hui, Efrikia vous propose d'embarquer pour la Tanzanie, en compagnie de Pierre-Marie Gosselin, pour voir un peu comment on joue au ballon au pays du Roi Lion. Mais avant cela, ouvrons le premier courrier Quinfri de 2019. C'était le sujet principal du dernier Efrikia en date. La CAF a donc fini par trancher, le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sera l'Égypte. L'Afrique du Sud aurait pu y prétendre, mais la nation de feu Mandela a d'autres soucis en ce moment, des manifestations de la communauté noire à Cape Town et surtout des élections présidentielles prévues pour cette année, entre autres choses. Comme l'écrivait Pierre-Marie sur son compte Twitter, la politique du football est tellement rodée en Afrique que quelques heures auront suffi pour que la Guinée accepte d'organiser la CAN 2025 au lieu de 2023. Plus que la Côte d'Ivoire à convaincre pour 2023 au lieu de 2021 et le retrait du Cameroun ne sera plus qu'une anecdote. Puisque l'on parle de politique du football sur ce continent, notons que Gianni Infantino s'y trouve en ce moment, effectuant une tournée de serrage de poigne entre la Guinée, le Sénégal, le Bénin et le Togo. Pour la Guinée, le Bénin et le Togo, il s'agit d'aller rencontrer des chefs d'État et les acteurs du football local. Au Sénégal, il était question des CAF Awards pour récompenser les acteurs du foot africain, dont les lauréats sont Salah chez les hommes devant Mané et Aubameyang. La Mauritanie remporte le trophée de l'équipe de l'année pour les hommes et le Nigeria en fait de même chez les femmes. Enfin, notre chenapan favori, Hervé Renard, termine coach de l'année. En Tunisie, l'on n'en finit pas de délocaliser les matchs, ainsi l'Espérance Tunis accueillera les Zimbabwéens du FC Platinium à Monastir, tandis que le club africain organisera la réception des Algériens de Constantine au stade olympique de Sousse. Une tambouille organisationnelle que la Tunisie partage avec le Maroc et qui sera le sujet de notre prochaine émission avec Monsieur Farouk Abdou. Il n'y a pas qu'en Europe que le mercato du mois de janvier fait parler de lui. Le Al-Ahly égyptien semble par exemple bien décidé à se faire encore plus gigantesque qu'il ne l'est après avoir subi 2 défaites consécutives en finale de Ligue des Champions, le Wydad en 2017 et l'Espérance de Tunis en 2018. Les Égyptiens ont recruté le fameux Geraldo du Primeiro de Agosto angolais, club angolais qui avait brillé dans cette même compétition l'an passé, ainsi que Ramadan Sobi qui a du mal à s'imposer en première ligue mais qui reste néanmoins un joueur de talent international égyptien confirmé malgré son jeune âge et son statut d'espoir. Martin Lasarte, l'entraîneur uruguayen nommé pour cette nouvelle saison, que l'on connaît notamment pour avoir révélé Griezmann à la Real Sociedad, pourra aussi compter sur le retour du Nigérian Junior Ajayi, longtemps absent l'an passé. Inutile de dire que les Égyptiens sont les grands favoris cette année, comme l'année d'avant, et celle d'avant, et celle d'encore avant aussi, enfin bref. Le transfert le plus notable ces dernières semaines est sans nul doute le retour de Denis Olièche sur les terrains kenyans. Beaucoup d'observateurs se laissaient dire que l'ancien joueur auxerrois en avait fini avec sa carrière, surtout depuis son retour au Kenya il y a plus d'1 an, et des rumeurs commençaient à circuler sur l'état de ses comptes en banque et une faillite proche. Eh bien en fait l'histoire est un peu plus triste encore que cela, puisque le meilleur buteur de l'histoire des Harambee Stars, la sélection kenyane, s'est en partie ruiné en tentant par tous les moyens possibles de soigner le cancer de sa mère. En ce début d'année, il rejoint donc Gor Mahia, avec qui il tentera de se qualifier pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération et de remporter un 18e titre de champion. Il touchera le plus gros salaire du championnat avec près de 3 000 € par mois, de quoi renflouer ses comptes en banque. Efrikia souhaite une belle fin de carrière à l'un des meilleurs joueurs kenyans de l'histoire, qui s'offre là un beau jubilé au pays.
Et puis, qui sait, avec la CAN que devrait disputer le Kenya, il aura une bonne raison de sortir de sa retraite internationale. Ce serait même une sacrée récompense pour ce joueur qui avait refusé une naturalisation qatari quand il était encore un grand espoir du football mondial. Pour en finir avec les transferts et pour glisser délicatement vers notre sujet du jour, le Tanzanien Thomas Ulimwengu, ancien espoir des Taifa Stars et bras droit de Samata à l'époque du TP Mazembe, file du côté de l'Algérie et de la JS Saoura pour tenter de relancer une carrière qui stagne depuis son départ du Congo. Il tentera d'y être plus efficace que lors de ses 6 derniers mois au sein du géant soudanais Al Hilal. Voilà qui sera également l'occasion pour lui de montrer au sélectionneur Emmanuel Amouniké qu'il est prêt à retrouver la sélection puisque les Algériens viendront à Dar es Salaam pour y affronter le Simba FC en ouverture de la phase de poule de la Ligue des Champions. Vous avez bien entendu, Tanzanie, Simba FC, eh bien on va en parler beaucoup plus en compagnie de Pierre-Marie Gosselin. C'est parti mes amis, partons pour la Tanzanie. Yari. Sarubi Bembi Uramaya. Africa, Africa. Yo. Bonjour Pierre-Marie, bonne année à toi et c'est parti pour cette nouvelle saison des Fricas, comment vas-tu ? Eh ben, bonjour Simon, bonjour à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Premièrement, une bonne année à tous. On est encore dans les temps pour souhaiter les vœux. Et puis, écoute, allons-y. Moi, je suis prêt à parler de football tanzanien. Ça va être génial. Oh, le gars qui spoil. Non, en vrai, j'ai spoilé pendant toute la première partie du podcast. Mais avant de parler de la Tanzanie, tu sais quelle question je vais te poser. On va partir d'abord au Bénin, puisque je vais te demander des nouvelles de l'Abisport. Eh ben, écoute, Abisport a fêté ça, enfin, est passé dans la nouvelle année en tête du championnat de 3e division qui a démarré le 30, ou le 31 même, vraiment en toute fin d'année dernière, histoire de dire qu'ils ont commencé en 2018. Ils ont eu les honneurs d'avoir le match d'ouverture du championnat qui leur a permis de passer à la télévision. Ils étaient en direct sur la chaîne nationale. Ils ont réussi une victoire qui était quand même attendue parce qu'ils font partie des favoris du championnat. Donc, ils ont remporté leur premier match. Malheureusement, le Bénin reste le Bénin. On annonce le prochain match pour le 22 ou le 23 tu vois, donc plus de presque 3 semaines entre deux matchs pour un championnat qui vient de commencer. C'est quand même un peu... Les Béninois arrêteront jamais de nous surprendre. Au niveau organisation, en effet, c'est pas ça, mais bon, comme d'habitude, on leur souhaite le meilleur le plus grand des succès sportifs à nos chers amis de l'Abisport que tu as fréquenté quand tu étais du passage du côté du Bénin. Et cette fois, tu es en Tanzanie, mais on va y venir, puisqu'aujourd'hui, vu que tu es en Tanzanie, c'est un petit peu lié quand même, nous avons décidé, comme nous l'avions fait aussi avec le Nigeria à une époque, de vous parler du football en Tanzanie. Mais autant le Nigeria est un petit peu plus coté, un peu plus connu en Occident, autant le football tanzanien l'est beaucoup moins. Et d'ailleurs, même la Tanzanie en soi n'est pas si connue que ça pour le Pékin moyen européen. Alors d'abord, on va faire un petit récapitulatif, on va se replacer le contexte, on va placer le décor. Qu'est-ce que c'est que la Tanzanie ? Alors la Tanzanie, messieurs, dames, c'est un pays d'Afrique de l'Est, un pays qui fait partie du Commonwealth, donc une ancienne colonie britannique qui a pris son indépendance en 64. On est bien dans la moyenne des indépendances africaines. Capitale Dodoma, mais ce n'est pas la plus grande ville, puisque la plus grande ville, et on va beaucoup en parler pendant ce podcast, c'est Dar es Salaam, d'où proviennent les deux plus gros clubs du pays. Le territoire de la Tanzanie, c'est 2 fois, plus ou moins, un petit peu moins de 2 fois la France métropolitaine, dans laquelle on trouve, attendez, 2 fois la France métropolitaine, qui est bordée, faut le dire, par l'océan Indien, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, la Zambie, le Malawi et le Mozambique. Donc vous voyez quand même beaucoup de voisins, on est sur du gros pays. Et donc dans ce territoire tanzanien, on trouve, et c'est là qu'en fait vous allez vous rendre compte que oui, vous avez toujours entendu parler de la Tanzanie sans vraiment le savoir, puisque c'est là que nous trouvons la savane semi-aride que l'on voit dans tout un tas
de cartes postales et de films, des eaux turquoises sur les côtes, hein, l'océan Indien. Dans cette savane, eh bien, on y trouve à peu près tout le casting du Roi Lion. Je vous le dis, vous avez toujours entendu parler de la Tanzanie sans le savoir. On y trouve également, ça vous l'avez déjà entendu aussi, le fameux archipel de Zanzibar. On y trouve le cratère du Ngorongoro, si je ne le prononce pas mal. Mais surtout, on y trouve au nord, partage un petit peu avec le Kenya, mais le fait est que le sommet est en Tanzanie. On y trouve le légendaire Kilimandjaro. Et oui, cher à Jean Ferrat, les neiges du Kilimandjaro. Je crois que c'est Jean Ferrat, je ne pense pas faire de faute. En Tanzanie, eh bien, ils vivent des Tanzaniens. Et oui, des Tanzaniens, environ 55 millions, qui sont essentiellement d'une ethnie qui s'appelle les Bantous. Ils sont grande majorité chrétiens, hein, environ 60%, mais il y a 30% tout de même de musulmans, essentiellement concentrés à Zanzibar. Tout ce petit monde parle swahili, l'anglais et donc un petit peu d'arabe sur Zanzibar. Voilà un petit peu à quoi ressemble la Tanzanie. Au demeurant, d'ailleurs, ils ont un très joli drapeau vert, jaune doré, hein, noir, une bande noire comme ça, diagonale, et bleu ciel. Donc voilà, j'imagine que vous avez déjà plein d'images de Disney et d'autres films des classiques du genre, avec de la savane, des éléphants, des zèbres en tête. Et toi, tu es là-bas. Tu te trouves en Tanzanie, Pierre-Marie, et j'avoue que quand j'ai ouvert Google Images pour me rappeler un petit peu des images de la Tanzanie, je me suis dit, ah, le Saligo, c'est quand même pas mal du tout. Effectivement, c'est un pays qui est plutôt chargé en matière touristique. Comme tu l'as très bien dit, hein, la savane avec tous les safaris qui commencent au pied du Kilimandjaro, justement. J'ai la chance, moi, je me trouve du côté de Arusha. Arusha, c'est un peu une ville, c'est un peu la capitale des Maasai. C'est situé au pied pas du Kilimandjaro, mais du mont Meru, qui est un volcan, un petit volcan de juste 4000 mètres. Donc, c'est le petit frère du Kilimandjaro. Et ouais, effectivement, c'est un pays qui est plutôt sympa pour le tourisme. Et la preuve, il y a quand même beaucoup de touristes. Je vais juste rajouter un petit détail par rapport à ta description de la Tanzanie qui a été très bonne. Juste donc 2 fois la taille de la France, mais par contre on a plus ou moins le même nombre d'habitants, on est autour de 60 millions. Donc c'est un grand pays, mais pas forcément très très peuplé, contrairement au Nigeria justement dont on avait eu l'occasion de parler. Et donc tu as parlé des Bantous, il y a quand même une particularité qui est très intéressante pour la Tanzanie, je trouve qu'il est un peu singulière justement à ce pays, c'est que donc tu l'as mentionné Zanzibar, donc Zanzibar fait partie de la Tanzanie. D'ailleurs Tanzanie c'est Tanganyika, donc qui est la partie continentale de la Tanzanie, et Zanzibar, donc le début de Tanganyika, le début de Zanzibar, et vous avez Tanzanie. Donc voilà, Zanzibar est un pays un tout petit, enfin c'est un peu comme c'est pas un État, mais ils ont un petit peu plus d'indépendance que les autres régions. Ouais, ils sont un petit peu plus autonomes, exactement que les autres régions. Ils ont leur propre parlement, etc. Mais bon, ils sont quand même rattachés à la Tanzanie. Mais d'un point de vue football, ils ont leur propre fédération. Donc, on a la fédération de Zanzibar. Donc, on a 2 championnats distincts. Le championnat de Tanzanie qui se passe sur le continent et le championnat de Zanzibar qui se passe sur l'île. Et un dernier petit point sociologique avant qu'on commence à parler de football, parce que ça a quand même un petit peu son importance et vous allez rapidement vous en apercevoir. La Tanzanie a donc une forte communauté arabe, donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de musulmans. Donc Zanzibar, comme tu l'as dit, énormément, mais également beaucoup à Dar es Salaam et sur la côte en général, où on retrouve on en retrouve aussi à Arusha, hein, il y a des mosquées à Arusha, mais c'est vrai qu'ils se concentrent en majorité sur la côte et à Zanzibar. Et du coup, parce que en fait, Zanzibar était le lieu de villégiature préféré d'un émir de Oman. Je crois que le terme émir n'est pas le bon. Enfin bon, bref, vous m'aurez compris. Un roi de Oman, un prince de Oman. Et du coup, on retrouve beaucoup de Tanzaniens qui sont arabes, qui sont descendants de cette filière omanaise. Et une ville comme Dar es Salaam, par exemple, est un énorme melting pot, un grand mélange de noirs et d'arabes qui parlent la même langue, le swahili. C'est assez intéressant. Puis vous allez voir que le football en partira aussi forcément de ces caractéristiques-là. Eh bien, on va y venir, mais d'abord explique-nous qu'est-ce que tu y fais en Tanzanie et un petit peu quelle relation tu as avec ce pays et son football précisément. Ouais, alors figure-toi, j'ai eu la chance de venir ici c'était en 2013, en début d'année 2013, j'avais l'occasion de passer plusieurs mois justement entre Dar es Salaam et Zanzibar. Je n'avais pas du tout voyagé
hors de ces 2 points. Zanzibar, c'est au large de Dar es Salaam, hein, donc c'est vraiment pas très loin. C'est 1 heure de bateau, 1 h 30 de bateau. C'est tout proche. Donc j'étais arrivé dans ce pays-là un peu pour voir comment se passe le football. C'est un pays que je connaissais pas du tout. Et ben je suis tombé sur un championnat qui est juste incroyable. La première ligue tanzanienne avec des clubs archi importants dont vous allez entendre parler, Yanga, un Simba. Par rapport à tous les autres pays que j'avais vus en Afrique, c'était vraiment très différent. Donc le côté un peu melting pot avec beaucoup d'Arabes doit jouer aussi pour cette variété culturelle. Mais niveau football, c'était vraiment incroyable de trouver un championnat de ce niveau-là, aussi bien structuré, surtout pour un pays dont, voilà, comme tu l'as dit en introduction, la Tanzanie, en matière de football, on n'est pas loin du zéro je veux dire, dans l'opinion publique des gens, que ce soit les Africains ou même les Béninois considèrent la Tanzanie comme un petit pays pour dire, et le Bénin, c'est pas la Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc j'étais tombé là, j'étais vraiment, j'avais adoré, je m'étais promis de revenir un jour, et j'ai eu la chance là en mois de septembre de pouvoir venir travailler auprès de jeunes footballeurs, de jeunes apprentis footballeurs tanzaniens pour une académie qui est du côté de Arusha. Alors je suis un petit peu loin de Dar es Salaam pour pouvoir couvrir le championnat comme j'aurais aimé le faire en partant, mais bon, voilà, c'est vraiment un pays très particulier que je suis depuis que j'y ai posé les pieds. Je n'ai pas arrêté de suivre son championnat parce que, voilà, même si c'est très très méconnu, il y a quand même des trucs assez géniaux, et vous aurez l'occasion de découvrir un petit peu tout ça dans les minutes qui viennent. Ah, on va découvrir tout ça lors du podcast, lors des minutes qui viennent, en effet. Mais on recommande également tes carnets de voyage, hein, on peut appeler ça comme ça, que tu nous offres sur Lucarne Opposée, hein, par écrit. On appelle Au cœur de l'Afrique. Il y a déjà 3 épisodes, si je ne me trompe pas, si je n'en ai pas raté un, en tout cas, avec 4. 4. Ah ben voilà, j'en ai raté un. Ouais. Il y a prendre possession de son environnement, direction la capitale. L'objectif, c'est le dernier, voilà. Objectif Chip Voilà. Cup. Et le premier étant le premier, écoute, tu me devances, j'ai oublié le titre que j'avais donné, ça devait être Retour. Grosso modo, retour en Tanzanie ou retour en territoire, arriver en territoire pas inconnu, mais arriver en territoire connu, un truc comme ça. Je me souviens plus trop, mais non, effectivement, j'en suis au 4e. Le 5e est en train de venir. Comme tu l'as dit, c'est un exercice un peu particulier pour moi, parce que même si je fais un petit peu ces carnets que j'avais déjà fait quand j'étais au Bénin, je parlais pas à la première personne. J'aimais bien plutôt mettre en avant les jeunes, les matchs que j'avais l'occasion de suivre, etc. Mais là, qui était sur les pentes fertiles du mont Meru, et en effet, c'est toujours aussi agréable à lire comme ça l'était déjà au Bénin. Allez, on parle vraiment du football tanzanien et comment comment attaquer le football tanzanien autrement qu'en commençant par parler par ces 2 mastodontes qui sont, tu me l'as confié, un peu à l'origine de tout en matière de football en Tanzanie. À ma droite, le Young Africans, plus ancien des 2, à un an près, et à ma gauche, le Simba FC. Explique-nous un petit peu quels sont les profils de ces 2 équipes et à quoi ressemble cette rivalité. Alors, à quoi ressemble cette rivalité? Pour répondre à ta dernière question, je vais pas y aller par 36 chemins. C'est un derby monumental, au même titre qu'un Boca River, au même titre qu'un Fafou, au même titre que tous les derbys que tu veux dans le monde, un Fener Galatasaray, un Olympiakos Panathinaikos, pas un PSG Marseille, parce que c'est quand même largement au-dessus d'un PSG Marseille pour comparer avec la France, mais c'est vraiment un des grands derbys que le football a dans le monde. Et donc pour remonter un petit peu à l'histoire de ce derby, faut voyager loin dans le temps. Alors pas aussi loin qu'en Angleterre ou en France ou les clubs même sud-américains, mais quand même pour l'Afrique, faut remonter jusque dans les années 30. Donc voyez, on est pas loin d'avoir des clubs qui seront centenaires. Il reste encore un petit peu, mais voilà, c'est quand même des clubs qui sont monumentaux en termes d'histoire. C'est pratiquement les 2 équipes viennent du même quartier de Dar es Salaam, Kariakou, qui est le quartier un petit peu populaire du centre-ville avec l'immense marché, etc. Donc c'est un peu là que tout se passe. C'est là que les 2 équipes ont leur siège encore aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant avec ces clubs-là, c'est que
ben, en fait, autour de ces équipes qui se sont construites, donc longtemps avant les indépendances, hein, beaucoup de clubs en Afrique sont apparus plus ou moins autour de des indépendances. Là, quand on parle d'eux, donc c'est dans les années 30, c'est pratiquement 35 ans avant l'indépendance de la Tanzanie, c'est vraiment énorme. Et puis, c'est des clubs qui ont rassemblé derrière eux des communautés. Donc, pour les Young Africans, donc c'est un petit peu pour leur surnom, c'était appelé les ignorants. C'est un petit peu l'équipe des Swahili, des Bantous, de Dar es Salaam qui s'étaient réunis, plusieurs équipes du quartier de Kariakou s'étaient réunies pour former les Young Africans. Il faut savoir que ça s'appelait déjà à l'origine les Young Africans. Et un petit peu plus tard, donc là il n'y a pas d'histoire comme il peut y en avoir en Uruguay. Il est clair, Young African est un petit peu plus vieux que Simba, mais quelques années plus tard, Simba SC est apparu. Là, ça me rappelle un petit peu l'histoire du club américain. On est bien placés maintenant tous les deux pour la connaître. Donc c'est un club qui est parti avec des étudiants, qui est parti voilà, là aussi c'est des étudiants qui sont rassemblés puis qui ont fusionné avec un petit club de quartier pour faire les Simba. Donc Simba, c'est comme dans le Roi Lion, tout simplement, ça veut dire lion en Swahili, donc rien de très original. Donc les supporters de Simba sont appelés les étrangers. Donc vous comprendrez vite pourquoi les étrangers, c'est plutôt parce que c'était le club qui rassemblait cette communauté donc de Dar es Salaam, qui fait que les antagonismes se sont créés très rapidement avec des clubs identifiés, donc le club un petit peu du peuple, des Swahili, des Noirs, et le club un petit peu plus l'Inter de Milan, quoi, international avec avec Simba et qui rassemble un petit peu toute la communauté, aussi la communauté indienne, j'en ai pas parlé, mais la communauté indienne est la plus importante en Tanzanie, est très très grande et depuis très longtemps. Et effectivement, les Indiens aussi se sont pris d'affection un petit peu derrière Simba. Donc voilà, on les appelle les étrangers. Le temps passe, de nombreux matchs passent, puisqu'on a dépassé déjà 100 derbies, ils sont à plus de 100 derbies. Et puis la popularité des deux clubs ne s'est pas arrêtée aux barrières de Dar es Salaam, mais a envahi tout le pays, puisque où qu'on soit en Tanzanie, même du côté de Arusha, on peut supporter l'équipe locale, mais on va également être supporter de Yanga ou de Simba, un petit peu à l'image de River et Boca en Argentine, qui font on est obligé de les supporter. Donc ça fait que c'est impressionnant parce que une grande partie exactement. Il y a encore des exceptions ici aussi en Tanzanie, il ne faut pas tout généraliser. Mais ce qui fait qu'on se retrouve avec dès que Yanga ou Simba jouent un match en province, les stades sont pleins. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont pleins de supporters de Simba ou de Yanga. Donc ça, c'est vraiment incroyable c'est incroyable de retrouver des clubs aujourd'hui en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, qui arrivent encore à créer ce lien avec cette communauté, de créer ce lien avec les fans. Pour moi, c'est une anomalie, c'est une exception. J'en vois pas d'autres. Alors, au Kenya, on a des Gor Mahia contre les Léopards. On retrouve aussi en Éthiopie des très gros derbys avec énormément de supporters. Mais c'est des championnats qui sont quand même un peu plus relevés, qui ont des clubs qui participent plus régulièrement aux Ligues des Champions, aux compétitions continentales, etc. Alors que le football tanzanien est quand même resté un petit peu au ras des pâquerettes pendant très longtemps. Et malgré ça, les Tanzaniens, ils kiffent leur football avant tout. C'est vraiment, moi en tout cas, ça m'a pris. La première fois que je suis allé au stade, ça m'a pris et c'est un truc qui est assez unique. Et c'est ce qui fait la particularité, je pense, du football tanzanien. D'accord. Et j'ai lu que le Simba FC, qui s'est d'abord appelé le Queens, puis le Sunderland, et les étudiants dont tu as parlé qui ont créé le club étaient des étudiants dissidents des Young Africans, qui avaient été déçus par les premières performances et les mauvais résultats de l'équipe. Écoute, ouais, c'est possible. Il y a, je crois, 3 ou 4 ans d'écart entre les deux équipes. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Je vais pas te mentir. C'est vraiment très difficile. Enfin, je vais pas mentir ni à toi ni aux auditeurs. C'est difficile de faire l'historique du football en Afrique parce qu'on se heurte avec des vérités, des contre-vérités, etc. J'ai été surpris de voir quand même que pour Simba et Yanga, on arrive à retrouver des vieux écrits, on arrive à retrouver des vieux témoignages. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de remonter sur l'histoire des clubs. Bon, j'avais fait un travail à l'époque qui m'avait permis d'approfondir un petit peu tout ça, mais j'avais pas trouvé cette information de ce lien, en fait, que les étudiants qui avaient créé Simba étaient des dissidents de Yanga. Donc, tu vois, tu m'apprends quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient du même quartier de Dar es Salaam, Kariakou, et donc c'est vrai que quelque part, cette proximité peut forcément induire cette réalité.
Et oui, et pour rappeler un petit peu numériquement en quoi ces deux clubs sont à peu près tout dans le championnat tanzanien, eh bien, sachez tout simplement que par exemple, les Young Africans représentent 27 titres, soit l'entièreté des autres titres des autres clubs. Voilà. C'est à eux seuls la moitié de tous les championnats joués. Et dans le reste de ces championnats, eh bien, il y a le Simba FC qui en compte 19. C'est vous dire si voilà le football tanzanien, les titres du football tanzanien en tout cas, puisqu'il faut quand même des compétiteurs pour avoir une compétition, donc il n'y a pas que ces deux-là. C'est voilà, c'est 90% des titres du pays. En revanche, tu l'as dit, hein, point de vue continental, c'est pas ça. Il y a le Simba FC qui a réussi à atteindre la finale de la C1 en 93 contre les le Stella de Côte d'Ivoire. Tandis que le Young Africans, lui, n'a jamais fait mieux qu'une phase de poule en Ligue des Champions. Enfin, un petit peu pour terminer avec le Young Africans, ce fut le club d'un très grand joueur du Burundi, que l'on connaît bien du côté de Rennes et de Monaco. Je parle bien sûr de Shabani Nonda. Shabani Nonda. Tout à fait. Et cette année, hein, le Simba est de nouveau en phase de groupe de la Ligue des Champions. Oui, excuse-moi, vas-y. Oui, juste pour signifier par rapport à Shabani Nonda, c'est que donc il est passé par Young African avant d'aller en Europe. C'est un petit peu au Young African qui s'est révélé en fait. Et je pense qu'on peut encore le dire aujourd'hui, c'est la plus grande star qui est passée par le football tanzanien, la plus grande star tout court. Parce que alors bien sûr, il y a des Tanzaniens qui sont connus en Tanzanie, qui ont forcément brillé dans leur championnat depuis la création du championnat dans les années 60. Donc, mais vraiment, d'un point de vue de la notoriété, de la carrière, je crois que Shabani Nonda est le plus grand joueur qui est passé par la première Ligue Tanzanie. Eh bien justement, cette première ligue de Tanzanie, puisque pour en gagner, le Young Africans et le Simba ont besoin d'une compétition, eh bien, à quoi ressemble la compétition tanzanienne? Quelle est son histoire et à quoi ressemble d'ailleurs globalement l'organisation du football en Tanzanie? Eh ben, écoute, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, avant tout, ce qui est surprenant quand on arrive en Tanzanie, c'est qu'on voit un championnat bien organisé. Enfin, je veux dire, c'est régulier. Les matchs passent à la télévision, on retrouve des images pendant longtemps. Là, malheureusement, il a fermé, mais il y avait un compte Instagram qui proposait pratiquement tous les buts du championnat de première division. Donc, on était capable ça veut dire qu'il y a des caméras sur chaque stade. Quel pays peut se vanter de ça, hormis en Afrique du Nord, peut-être en Afrique du Sud, voir, parce qu'il y a Canal+ qui diffuse leur championnat. Mais à part ça, je ne vois pas un autre pays où on doit d'avoir des images de partout. Ils ont un grand stade, un stade de 60 000 places qui est plus ou moins neuf, hein, maintenant il a presque 10 ans, mais il a l'air d'être neuf, en tout cas de l'extérieur, qui est souvent rempli quand c'est des gros matchs, quand c'est les affiches, quand c'est les grosses affiches ou quand Simba joue contre Yanga. Bon, là, c'est plein, c'est garanti que ce soit plein. Mais il y a un vrai beau stade qui est souvent rempli. Et après, pour ce qui est de la province, on a des stades un petit peu plus petits, qui sont un petit peu plus vieux, mais on retrouve pas mal de pelouses. Il faut dire que le climat tanzanien est quand même propice pour pouvoir avoir des bons gazons, ce qui n'est pas le cas partout. Donc ça, je pense que ça a aussi son influence dans la qualité, dans le fait que les matchs sont intéressants à suivre, etc. Sinon, pour faire un petit peu de géographie, donc comme tu l'as dit, la Tanzanie est un très grand pays. Les connexions entre les villes sont pas forcément top. Qui suis à Arusha, si j'ai envie d'aller me rendre sur les bords du lac Victoria, la ville de Mwanza par exemple, il me faut plus de temps que pour aller à Dar es Salaam, qui est 2 fois plus loin à vol d'oiseau sur une carte, parce qu'en fait, il n'y a pas de route directe. Il faut aller vachement au sud, passer par Dodoma pour pouvoir récupérer une route qui remonte à Mwanza au nord-ouest. Donc voilà, c'est un peu les deux plus grandes équipes parfois voyagent en avion. Sinon, c'est des longs trajets en bus pour les joueurs. Contrairement au Nigeria, on a un championnat qui est quand même un petit peu moins bordélique, avec la plupart des matchs qui se jouent le week-end. Alors, il y a forcément des matchs en retard, etc., avec la Ligue des Champions, avec les compétitions continentales, qui font que
Il y a des matchs aussi qui se jouent en semaine, mais généralement c'est quand même le week-end. Donc le championnat tanzanien, il se joue principalement entre trois équipes. Donc vous en connaissez déjà deux, Simba et Young African. Et donc le dernier venu, le troisième larron, c'est Azam FC qui a été créé en 2008, 2009, 2008 il me semble, par un homme d'affaires tanzanien qui a fait fortune dans l'agroalimentaire notamment et qui a lancé une chaîne de télé, Azam TV, voilà, il reprend le même nom pour tout, et dont notamment il avait envie de promouvoir le football local avec, et donc je pense que tout est un petit peu lié, la création du club, la création de la chaîne de télé, etc. Ce qui est très intéressant avec cette équipe de Azam, c'est que ils ont un super centre de formation, un vrai centre de formation, ça fait partie du projet initial. Et ils ont réussi à décrocher un titre, voilà, le dernier titre qui appartient pas à Simba ou à Young African, et pour Azam, c'était je crois en 2013, en 2014 ou en 2015, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc voilà, c'est pour le suspense, c'est pas top. On a vu mieux, mais ça contribue aussi à ce que la rivalité soit aussi grande. Mais on arrive à avoir quand même un peu de suspense, des matchs accrochés. Même si là, quand on va parler un petit peu du classement, on va s'apercevoir que Young African est premier avec 10 points d'avance déjà sur Azam, qui est toujours invaincu, alors qu'on en est à 18 journées, je crois, ou 20 journées. Donc c'est sérieux. Simba a une défaite qu'ils ont eue dans le premier ou deuxième match de la compétition. Donc depuis, ils sont pratiquement invaincus. Azam aussi est aussi régulier qu'eux. Donc voilà, on a un championnat qui est un petit peu à deux vitesses, mais ça n'empêche que ça reste pas mal. Des grandes disparités donc entre les trois gros et les autres équipes, mais c'est aussi ça, c'est partout. Il n'y a pas que la Tanzanie. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que les gens, ils suivent les matchs à la télé. On peut voir Simba, Yanga et Azam, mais on peut également voir les autres matchs, les autres équipes. C'est vraiment top. Très bien, donc d'un côté, Young African, Simba FC, on l'a dit, qui monopolise l'ensemble des titres. Le Azam FC qui vient un petit peu semer le trouble, même si ça reste très léger. Est-ce qu'il reste tout de même quelques autres équipes qui, à défaut de venir taquiner les gros, valent un petit peu le coup d'œil? Oui, bien sûr. Il y a une équipe qu'on pourrait mettre quand même en avant parce que c'est assez original. Il ne doit pas y en avoir beaucoup sur le continent. Donc une équipe de première division, une équipe professionnelle qui est administrée par les prisons tanzaniennes. Donc on a une équipe qui joue ce championnat qui s'appelle Prison FC. Donc ouais, c'est assez marrant. D'ailleurs, c'est une des rares équipes corporatistes qu'on retrouve en Tanzanie, contrairement à, on en avait parlé au Nigeria, beaucoup d'équipes qui appartenaient à des banques, à des entreprises d'État, etc. On retrouve ça aussi beaucoup au Bénin, en Guinée, enfin dans toute l'Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est très répandu. Et du côté de la Tanzanie, non, vous avez vu, Simba Yanga, c'est plutôt des clubs qui appartiennent au peuple. Et là, on a quand même, au milieu de tout ça, Prison FC. Et puis, il y a également une autre équipe qui fait un petit peu tilt pour les Français. Déjà, premièrement, parce qu'il y a un joueur français qui a joué dedans. Alors, il est arrivé, c'est pas un cadre, c'est plutôt un footballeur baroudeur, un peu à la Mathias Coureur. Alors, même si la comparaison est un petit peu grande, parce qu'il n'a pas du tout le niveau de ce dernier qui est maintenant en Corée. Donc, lui, il est passé par notamment l'Islande et la Nouvelle-Zélande avant de venir en Tanzanie dans l'équipe des Africa Lions. Alors, attention, Lyon, non, pas comme Lion, pas L-Y-O-N. Lyon, L-I-O-N. Lyon, L-Y-O-N, comme la ville de Lyon en France. Donc voilà, c'est assez marrant. Bon, pour la petite histoire, donc Victor Dacosta, qui avait rejoint l'équipe d'African Lyon au mois d'août, l'année dernière, au mois d'août dernier, il est déjà reparti. Il y a eu des petits problèmes apparemment, il n'a pas été payé comme c'était prévu. Du coup, il est reparti, mais quand même, ça valait le petit coup d'œil, le petit clin d'œil. Puis d'ailleurs, African Lyon, qui est l'équipe qui a formé Alimbwana Samata, c'est qui n'est pas rien, sachant que c'est le meilleur joueur du pays. D'accord. Et avant de parler un petit peu plus de l'actu, même si tu as déjà pas mal parlé du championnat actuel, comment se porte le football féminin en Tanzanie? Alors écoute, le football féminin tanzanien aussi, c'est surprenant, mais c'est vachement développé. Alors ils n'ont pas du tout la réputation du Nigeria, du Cameroun ou de l'Afrique du Sud qui arrivent, qui sont un petit peu les mastodontes du football continental. Je les ai jamais vus à la CAN. J'étais même surpris de voir que le football le football féminin est aussi bien développé. Donc là, ils ont relancé le championnat, c'est tout frais, ça a commencé au début de l'année, donc il y a 10 jours.
avec le lancement de la Ligue. Je crois qu'il y a 14 équipes, avec notamment les Simba Queen et les Yanga Princess, donc qui sont les équipes féminines de Young African et de avoir quelques matchs à la télé. C'est assez intéressant. Alors bien sûr, elles n'ont pas les rémunérations, elles n'ont pas le même niveau de développement et la même considération que les hommes, mais vraiment c'est surprenant de voir un championnat qui est aussi bien organisé pour les femmes. Voilà, ils ont un sponsor officiel, une marque de bière, une bière light pour sponsoriser le football féminin. Qui permet d'avoir un truc super structuré. Par contre, ils enchaînent. Hein. Ça a commencé il y a une semaine ou il y a 10 jours. On en est déjà à la 3e journée qui est finie. Donc, on va entamer la 4e là, d'ici ce week-end. Donc, tu vois, ça va vite. En effet, c'est assez dopé. Et du point de vue des sélections masculines comme féminines, on se débrouille comment? Est-ce qu'on verra Tanzanie à la CAN 2019? Je croise les doigts. J'aimerais tellement pour eux que ça puisse être le cas. Alors, j'ai pas le classement FIFA là exactement sous les yeux, donc je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont au-delà de la 100e place. Ils doivent être. Tu vas avoir le temps de donner l'information. Ils sont, pour te dire, la Tanzanie, donc chez les hommes, ils sont 3e chapeau quand il est question de tirage au sort. Donc ça veut dire que quand ils se retrouvent dans une poule de qualification, que ce soit pour la Coupe du Monde, que ce soit pour la CAN, ils auront affaire à forcément à de gros. Pour la CAN 2015, je crois qu'il était question, c'était avec le Nigeria et l'Égypte, pas évident. Là, cette année, pour la CAN, c'était l'Ouganda et le Cap-Vert. L'ouverture, la CAN à 24 fait que maintenant il y a 2 qualifiés, donc c'est jouable. Ils sont actuellement 3e. Ils ont fait un peu une cagade. La dernière journée, ils ont perdu au Lesotho, alors qu'ils étaient en position de pouvoir se qualifier. Ils ont battu le Cap-Vert chez eux, donc le Cap-Vert est un petit peu, ils sont encore en vie parce que les Tanzaniens ont perdu au Lesotho, mais ça va être compliqué pour eux de se qualifier. Mais la Tanzanie, ils ont le dernier match contre l'Ouganda. L'Ouganda est déjà qualifié pour la CAN, donc il reste une place. La Tanzanie peut le faire, mais vraiment, c'est pas évident. C'est pas la première fois que je le dis. Hein, j'en avais déjà parlé, je crois, dans un podcast. Quand on est 3e chapeau, c'est très très difficile de passer au statut suivant, de devenir 2e et de se retrouver dans des groupes beaucoup plus abordables. Le Cap-Vert a réussi une année, la Mauritanie est en train de réussir à le faire maintenant, mais c'est vraiment très très délicat. Du coup, c'est pour ça aussi un petit peu que le football tanzanien stagne, pardon. Une seule participation à la CAN il y a dans les années 80, donc ça fait presque 30 ans, ça fera presque 30 ans là s'il se qualifie. Par contre, il y a un joueur, je vais pas trop en parler parce que vous pouvez le découvrir dans le dernier magazine de Lucarno Posé, qui est Mbwana Ali Samata, qui est la star du football tanzanien, qui évolue actuellement du côté de la Belgique et du RCK Genk, qui est un super joueur, vraiment un des meilleurs attaquants du continent. Ça fait depuis longtemps. Il avait brillé au TP Mazembe. Déjà à l'époque, on disait que c'était le meilleur attaquant du continent. Il est en train de confirmer en Europe petit à petit. Et rien que pour lui, ce serait quand même sympa que la Tanzanie puisse aller à la CAN, quoi. Après, d'un point de vue féminin, alors le championnat se joue par contre équipe nationale, c'est de la 2e division africaine, de la 2e division continentale. Et puis après, pour ce qui est des jeunes, il y a les petits U17 là qui sont en train de monter. Donc la Tanzanie n'a jamais fait vraiment de résultats jeunes, mais là ils organisent la prochaine CAN U17 au mois d'avril. Du coup, ils ont essayé de monter une petite équipe un peu sympa. Donc ça fait depuis 1 an et demi là que les U17 tanzaniens sont assez forts. Ils ont gagné plusieurs compétitions. Ils ont gagné les 2 dernières compétitions régionales. Donc c'est pas trop mal. Par contre, la CAN est au mois d'avril, donc je sais pas s'ils pourront jouer exactement avec les mêmes joueurs. Il y a certains joueurs qui sont déjà trop vieux pour pouvoir y participer. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais en jouant à domicile, pourquoi pas la Tanzanie à la Coupe du Monde du 17. Ça me paraît encore un petit peu utopique, mais bon, sait-on jamais. Donc ça progresse aussi, ça progresse bien au niveau des sélections. Très bien. Un dernier mot sur l'actu du football tanzanien. Ouais, on va parler un petit peu. Tu l'as dit là. Donc Simba se retrouve en phase de poule de la Ligue des Champions. C'était pas arrivé depuis un petit moment. Ils ont une poule un petit peu compliquée avec le Al Ahly. Bon, plus besoin de présenter le Al Ahly aux éditeurs de Africa. Avec l'AS Vita Club. Plus besoin de présenter l'AS Vita Club aux auditeurs d'Africa. Et avec JS Saoura d'Algérie, champion algérien ou vice-champion algérien. Qui est peut-être un petit peu moins connu, mais on sait que quand on a affaire à une équipe du Maghreb, c'est un petit peu chaud. Donc, Simba se retrouve le petit poussé de cette compétition. Alors, j'ai un petit doute parce que
leur meilleur joueur était annoncé partant du côté de l'Afrique du Sud. C'est un Ougandais, Emmanuel Okwi, qui est un super joueur. Il est un petit peu vieux. Il est même carrément plutôt sur la fin de sa carrière. Mais alors, il marque but sur but, il est top. Et c'est vrai que là, moi, je m'inquiète un petit peu pour eux s'il doit partir avant la compétition. J'espère que non. Et il était présent au dernier match de coupe, donc voilà, j'ai un gros doute sur l'effectivité de ce transfert. Mais voilà, c'est un petit peu l'actu brûlante ici, sachant que la compétition commence en Tanzanie, à Dar es Salaam, au Taifa Stadium, dans le grand stade de 60 000 places contre les Algériens de JS Saoura. Ce sera une énorme ambiance. L'ambiance du match, là, ils ont joué leur match de qualification. Le dernier tour, c'était incroyable. Ils ont joué contre des Zambiens, Nkana, je crois. Ils ont joué contre une équipe zambienne. Le stade était blindé, une ambiance de fou. Et pour la première fois, il y a même eu Young Africans qui a félicité Simba carrément. Alors qu'habituellement, on vient supporter l'adversaire. Là, les Young Africans ont fait un communiqué pour dire bravo et pour souhaiter bonne chance à Simba dans la compétition. Donc, c'est un petit peu là qu'on a ici. C'est le championnat, c'est l'arrivée de la Ligue des Champions. Très bien, et bien comme quoi tout peut arriver dans le football, notamment dans le football tanzanien. Et bien voilà, chers auditeurs, vous avez déjà un beau paysage, on a bien déblayé le paysage du football tanzanien, et ça pourra, notamment cette écoute pourra accompagner les nombreux, donc on les a cités, carnets de voyage de tes carnets de voyage, Pierre-Marie, sur ton parcours, ta vie en Tanzanie et le football tanzanien, et puis d'autres articles sur ce pays que tu vas faire et que tu as déjà écrit, puisque tu as déjà écrit aussi dans le magazine au sujet du football tanzanien. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire. Vous allez tout retrouver sur Lucarne Opposée. On est à Lucarne Opposée, on est là pour vous faire découvrir d'autres footballs, pour vous rappeler que le football, ce n'est pas que ce que vous voyez dans les médias mainstream, les médias habituels, et que oui, il y a du football également du côté du Roi Lion, du côté de la Tanzanie. Merci beaucoup Pierre-Marie. Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie, et puis merci à tous de nous écouter. Sans vous, on ne sert à rien. Exactement. Salut Pierre-Marie. Salut Simon, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode, ce premier de 2019 et de la seconde saison. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrika. Salut les amis!